mesure l'immensité du Pacifique. De San Francisco, il faut 10 jours pour aller à Hawaï, près d'1 mois pour atteindre Shanghai. Certains cherchent à s'informer sur ce Japon qui leur a imposé la guerre. Il n'en avait qu'une image vague et exotique à travers des films comme celui-ci, rapporté par un voyageur. Ce Japon n'était, à leurs yeux, peuplé que de tendres et fragiles Madame Butterfly. Ils ne voyaient qu'un pays raffiné, immobile, qui chaque printemps célèbre la beauté éphémère des cerisiers en fleurs. Pourtant, un autre Japon se cache derrière ces geishas, préoccupés de cérémonies du thé, d'estampes et de kimonos de soie. Ce pays, c'est aussi celui des samouraïs, avec leur redoutable code de l'honneur, le Bushido. À la veille de la guerre, le pays célèbre son 2600e anniversaire. Tout au long des siècles, ces chevaliers, ces seigneurs ont cultivé le dédain de la vie, le mépris du danger, la volonté déterminée de mourir en héros pour leur maître. Ils sont les sujets fidèles du Mikado, l'invisible fils du soleil. Le Japon regarde depuis toujours son empereur comme un dieu. Cet empereur divinisé règne, mais laisse la réalité du pouvoir à une caste de dirigeants dominés par les militaires. Si les traditions sont immuables, le progrès, en moins de 100 ans, a fait du Japon une nation moderne. Pourquoi ne pas imiter l'Occident, s'interrogent les militaires japonais. Pourquoi ne pas se tailler un empire colonial et s'accaparer ces richesses naturelles qui font défaut au pays? La Chine, son voisin, est une proie toute trouvée. En juillet 1937, les Japonais envahissent la Chine sans déclaration de guerre. Un conflit particulièrement cruel. Shanghai est à l'époque la première place financière et le plus grand port chinois. La cité des aventures et des aventuriers. Tintin et Malraux ont arpenté ses rues. Les Français, les Anglais, installés dans les concessions internationales, commencent à plier bagages. Ils sont encore provisoirement épargnés, mais Tokyo a annoncé que c'en est fini de la politique de la porte ouverte aux étrangers. Les Japonais proclament que leur invasion de la Chine a pour but de libérer le monde asiatique de la race blanche. C'est une attaque directe contre les grandes puissances. En janvier 1941, l'Amérique célèbre la réélection triomphale de son président. Franklin Roosevelt inaugure son 3e mandat. Le président américain, qui sent grandir la menace en Extrême-Orient, s'oppose aux prétentions japonaises. Il annonce un embargo sur les fournitures de pétrole au Japon. La menace est mortelle pour ce pays dépourvu de sources d'énergie. La réponse des Japonais à Roosevelt, ce sera danger. Tout ce qui est occidental est à leurs yeux définitivement haïssable et nuisible. Mais derrière ce discours, il y a la réalité, les richesses de ces colonies qu'ils convoitent, l'Indonésie néerlandaise et son pétrole, la Malaisie et son caoutchouc. Défaite après défaite, l'inexorable progression des Japonais à travers le Pacifique place chaque jour plus bas le moral des Américains. Roosevelt réclame à son état-major une riposte spectaculaire. En 1943, le monde est en guerre. L'Amérique se bat dans le Pacifique. À la différence des Européens, les Américains ne connaissent ni la faim ni les bombes. Pour eux, la guerre est lointaine. Roosevelt, qui veut inciter les civils à se plaindre moins et à se sacrifier davantage, va lever l'interdiction de montrer dans la presse des cadavres de soldats américains. Pour mobiliser le pays, il va mettre sous ses yeux le quotidien de ceux qui se battent, la guerre de la manière la plus réaliste qui soit, en couleur.
7 décembre 1941. Le samedi soir s'achève dans les dancings de Pearl Harbor. Le matin se lève sur un dimanche tropical. Brusquement, est l'œuvre d'un des plus grands cinéastes de Hollywood, John Ford. Il a été appelé par la Navy et très confidentiellement, on lui a demandé de remettre en scène sur place l'attaque japonaise. Opération d'indépendance à l'abri dans un coffre blindé de Fort Knox. Les cartes de rationnement sont apparues aussi vite que les biens de consommation ont disparu. Tout ce qui est nécessaire à l'armée est en voie de raréfaction. Sur les routes, chacun doit respecter le 55 km/h, la vitesse de la victoire. Elle permet d'économiser les pneus et l'essence pour les militaires. Les civils, eux, doivent se débrouiller avec moins d'un plein par mois. Une vingtaine de produits quotidiens sont contingentés. On commence à parler de marché noir. La soie et le nylon sont destinés aux parachutes. La mode se fait plus courte pour économiser le tissu. Les cigarettes sont rares, le film amateur aussi. Le Kodachrome est réservé aux militaires qui tournent dans le Pacifique, comme John Ford à Midway. Puis Pearl Harbor, l'Amérique craint les espions, la cinquième colonne, le coup de poignard dans le dos. Les traîtres sont tous désignés. Des voix se sont élevées pour demander que les Japonais soient arrêtés et emprisonnés. Roosevelt ordonne qu'ils soient éloignés de la côte ouest. Le 7 avril 1942, on demande à tous les Japonais de San Francisco d'avoir quitté la ville avant midi. On leur a demandé de faire leurs valises, mais de n'emporter ni ciseaux, ni radio, ni rasoir. Tout leur sera fourni. Hiver 1943. Des tempêtes de neige paralysent l'est du pays. Les restrictions s'étendent à de nouveaux produits. Mardi et vendredi sont désormais jours sans viande. Dans les journaux, les nouvelles ne sont pas réconfortantes. L'offensive piétine. La Navy est à court de navires pour ravitailler les troupes du Pacifique Sud. Ceux qui s'étaient persuadés que la guerre serait brève n'en finissent pas de déchanter. À Washington, Roosevelt reste confiant. Le président est penché avec l'état-major sur les cartes du Pacifique. MacArthur lui a promis de reprendre les Philippines. Nimitz lui assure qu'il va reconquérir les archipels qui barrent la route du Japon. À la conférence de Casablanca, Roosevelt fait part des projets lors de la Première Guerre mondiale, on fait appel aux femmes. Des campagnes médiatiques sont lancées pour les inciter à quitter leur foyer. La victoire est entre vos mains, avertissent les affiches. Même l'épouse du président, Eleanor Roosevelt, vient leur répéter que la vie de ceux qu'elles aiment est à la merci de leur travail dans l'industrie. Pour faire taire certains hommes qui reprochent aux ouvrières de se viriliser au contact de l'usine, le constructeur Boeing organise des cours de coiffure, de maquillage et de maintien afin de soigner leur quotient de féminité. Les magazines féminins assurent que fabriquer une bombe est aussi simple que préparer un sauté de veau. Mettre en forme un hublot aussi aisé que réussir un soufflé. Chaque mois, le gouvernement commande des reportages de guerre à l'intention des ouvriers. Ces films sont chargés de leur montrer l'usage et l'efficacité des armes qu'ils fabriquent face à l'ennemi. Les employeurs ont constaté que le travail du personnel sort à l'arrière. Un mot d'ordre court le pays, récupérer tout ce qui peut servir à soutenir ceux du Pacifique.
On va chercher au fond des greniers la graisse, le caoutchouc, le métal. La propagande assure, avec une pelle, nous fabriquons 4 grenades, songez-y. On récupère tout jusqu'aux plaques d'immatriculation. Mais la guerre consomme surtout des budgets gigantesques. Les stars parrainent des collectes au profit des emprunts de la victoire, les Victory Bonds. C'est le cas de Joan Bennett, Rita Hayworth ou de Lana Turner. Après les années de la Grande Dépression, la guerre a donné un formidable coup de fouet à l'industrie. Les affaires sont florissantes, les lois antitrust suspendues. À 81 ans, Henry Ford célèbre le boom de ses productions destinées à l'armée chez lui à Lakeshore, dans le Michigan. Longtemps pacifiste et isolationniste, Ford a mis tous ses moyens de production au service de l'armée. La construction de voitures particulières a été abandonnée. Ford ne sort plus que des Jeeps de ses usines de Détroit, il va en livrer plus de 200 000. Grâce aux commandes de guerre, il a fait construire une usine d'assemblage de plus d'1,5 km, les bombardiers B-24. Ce Pacifique, qui mérite enfin son nom, c'est celui que tous avaient en tête avant de partir de chez eux. Des îles exotiques, des aventures dans les mers du Sud. C'est aussi ce qu'imaginaient les marins du Franklin qui se détendent à Waikiki avant d'embarquer sur leur porte-avions. Et pourtant, paix, en Extrême-Orient, en Inde, en Chine. Non sans arrière-pensée. L'occupation japonaise a fait grandir le rejet du monde occidental. Il a donné à ces peuples des idées de liberté. Un monde endormi s'éveille. La guerre du Pacifique marque la fin des empires coloniaux en Asie, sinon celle de l'impérialisme. L'Europe a perdu sa place dans le monde. L'Amérique l'a remplacée.